L'automne lyonnais s'infiltrait par les grandes fenêtres de l'hôpital Saint-Roch comme une mélancolie dorée. Dans les couloirs silencieux de 6 heures du matin, seul le bruit rythmé d'une serpillière sur le carrelage résonnait, accompagné du léger tintement d'un trousseau de clés. Claire Dubois poussait son chariot avec la précision d'un métronome. Chaque geste calculé, chaque mouvement économe. Ses cheveux châtains grisonnants, tirés en un chignon impeccable, ne laissaient échapper aucune mèche rebelle. Son uniforme bleu marine, toujours impeccable malgré les années, portait l'inscription « Service d'entretien » brodée avec une fierté discrète qu'elle n'osait plus montrer. Depuis 15 ans, Claire était l'ombre qui nettoyait les traces de la vie dans cet hôpital. Elle connaissait chaque recoin, chaque cachette des secrets que les murs gardèrent jalousement. Dans la chambre 204, M. Vallier murmurait le prénom de sa fille décédée. Au bureau 15, le docteur Moreau cachait les lettres d'amour de sa jeunesse dans un tiroir fermé à clé. À l'étage de neurologie, les infirmières pleuraient en silence quand elles perdaient un patient. Claire observait tout, comprenait tout, se taisait sur tout. Ce matin-là semblait identique aux autres. La même routine millimétrée. Commencer par l'aile et descendre à la cafétéria, remonter par l'escalier de service, éviter les heures d'affluence, ne jamais croiser trop de regards, ne jamais attirer l'attention. Mais à cette heure précise, les sirènes d'alarme déchirèrent le silence matinal. Code rouge, confinement immédiat, code rouge. Les couloirs se transformèrent instantanément en ruches affolées. Médecins, infirmières, brancardiers courèrent dans tous les sens. Patients en pyjama aérien, perdus. Et l'éclairage de secours clignotait, créant une ambiance de film d'épouvante. Claire, elle, ne bougea pas. Ses mains se crispèrent sur le manche de sa serpillière, ses yeux bleus acier balayèrent la scène avec une acuité soudaine. Quelque chose en elle se réveillait, quelque chose qu'elle avait enfoui depuis des décennies. « Madame Claire !» cria Marie-France Petit, l'infirmière chef, les cheveux en bataille. « Les ascenseurs sont bloqués. On a des patients cardiaques au 3e qui ne peuvent pas descendre. » Pour la première fois depuis 15 ans, Claire lâcha sa serpillière. « Combien de patients ?» Sa voix avait changé. Plus grave, plus assurée. 12. Mais on n'a pas les codes pour ouvrir la cage d'escalier de secours. Claire se dirigea vers le boîtier électronique, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Ses doigts tapèrent une série de chiffres sans hésitation. Un déclic. La porte s'ouvrit. « Comment » balbutia Marie-France. Mais Claire était déjà partie, grimpant les escaliers 4 à 4, malgré ses 58 ans. Dans sa tête, un autre monde se superposait à l'hôpital. Des casernes, des exercices de évacuation, des vies à sauver sous le feu ennemi. Au 3e étage, le chaos était total. Des patients âgés, certains reliés à des machines, d'autres en fauteuil roulant, regardèrent les couloirs enfumés avec terreur. Les jeunes internes paniquaient. « Écoutez-moi tous !» La voix de Claire claqua comme un fouet. « Vous, Pierre, prenez Madame Bernadette et descendez immédiatement. Vous, Sophie, occupez-vous de Monsieur Dubois. Attention à sa perfusion. Marie-France, coordonnez les évacuations par groupe de 3. » Les ordres fusaient avec une précision militaire. En quelques minutes, ce qui ressemblait à une catastrophe se transformait en évacuation ordonnée. Claire était partout à la fois, portant un patient trop faible, débranchant les machines non vitales, rassurant d'une voix douce ceux qui avaient peur. « Madame Claire », murmura le vieux monsieur Vallier en s'accrochant à son bras. « Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, n'est-ce pas ?» Elle le regarda dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle ne mentit pas. « Non, monsieur Vallier, je ne l'ai jamais été. » 20 minutes plus tard, tous les patients étaient en sécurité au rez-de-chaussée. L'alarme s'arrêta, simple panne électronique, finalement. Mais dans les couloirs de l'hôpital Saint-Roch, quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le docteur Henri Moreau, directeur de l'établissement, s'approcha de Claire qui remettait calmement ses cheveux en place. « Madame Dubois, comment saviez-vous les codes de sécurité? Comment avez-vous » Claire ajusta son lanceau au cou, ce petit foulard qu'elle portait toujours. Un geste qui trahissait son passé pour qui savait regarder. « J'ai eu une autre vie avant, docteur. »« Quelle vie ?» Un silence. Claire ramassa sa serpillière, remit son chariot en route. « Une vie que j'ai préféré oublier. » Mais tandis qu'elle s'éloignait dans le couloir, reprenant son rythme de fantôme, Pierre Lambert, le jeune interne, murmura à Marie-France « Vous avez vu comme elle se tenait? Cette façon de donner des ordres, moi, ça me rappelle mon père. » Il était sous-officier dans l'armée. Marie-France fronça les sourcils. Elle travaillait à Saint-Roch depuis 25 ans. Elle avait vu passer des centaines d'employés. Mais Claire avait toujours été différente. Trop éduquée pour une femme de ménage. Trop précise dans ses gestes,
trop silencieuse sur son passé. Tu crois qu'elle était militaire? J'en mettrais ma main au feu. Ce soir-là, dans les bistrots autour de l'hôpital, une seule conversation occupait les tables. Qui était vraiment cette mystérieuse Claire Dubois qui nettoyait leurs couloirs depuis 15 ans? Et quelque part à Paris, dans un appartement moderne du 16e arrondissement, le docteur Camille Besson préparait ses affaires pour sa mutation à Lyon. Elle ne savait pas encore que dans 3 jours, elle croiserait le regard d'une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 30 ans. Une femme qui avait choisi de disparaître plutôt que d'expliquer pourquoi elle était partie. Sa mère. Fin du chapitre 1. L'histoire ne fait que commencer. Que se passera-t-il quand le passé rattrapera le présent? Quand une mère et sa fille se retrouveront face à face après 3 décennies de silence. Restez avec nous pour découvrir les secrets enfouis de l'hôpital Saint-Roch. 3 jours après l'incident, l'hôpital Saint-Roch bruissait encore de murmures. Dans la cafétéria, à la pharmacie, dans les couloirs, une seule question revenait. Qui était vraiment Claire Dubois? Mais la principale intéressée avait retrouvé son invisibilité habituelle, comme si rien ne s'était passé. Ce mardi matin de novembre, elle astiquait les vitres du hall d'accueil quand les portes automatiques s'ouvrirent sur une silhouette élégante. Une femme en tailleur noir, cheveux châtains coupés au carré, valise à roulettes et attaché-case à la main. 32 ans, peut-être 33, belle, mais d'une beauté froide, contrôlée. Claire suspendit son geste. La serpillière glissa de ses mains et tomba au sol dans un bruit sourd. Le docteur Camille Besson venait de franchir le seuil de l'hôpital. Les jambes de Claire se mirent à trembler. 30 ans, 30 années de silence, de culpabilité, de nuits blanches à se demander si sa fille allait bien. Et maintenant, elle était là, devant elle. Femme accomplie, médecin respecté, mère de famille. Camille s'approcha du comptoir d'accueil, ses talons claquant sur le carrelage que Claire avait ciré 1 heure plus tôt. « Bonjour, je suis le docteur Besson. Je dois rencontrer le directeur Moreau. » Sa voix. Cette voix que Claire avait bercée quand elle était bébé. Cette voix qu'elle avait entendue prononcer ses premiers mots. Maintenant adulte, assurée, mais avec une froideur qui lui serra le cœur. « Bien sûr, docteur. Monsieur Moreau vous attend. Bureau 15, premier étage. » Claire se baissa pour ramasser sa serpillière, espérant devenir invisible. Mais en se redressant, elle croisa le regard de sa fille. Camille la regardait avec cette politesse distante qu'on réserve au personnel de service. Aucune reconnaissance. Juste une femme de ménage parmi d'autres. « Excusez-moi » murmura Claire, s'écartant pour laisser passer. Camille hocha la tête et se dirigea vers les ascenseurs. Claire la suivit des yeux jusqu'à ce que les portes se referment, puis s'effondra sur une chaise du hall. « Ça va, Madame Claire ?» Marie-France Petit venait d'apparaître, inquiète. Depuis l'incident de l'alarme, l'infirmière-chef observait Claire avec une attention particulière. « Oui, juste un petit malaise. Vous devriez voir un médecin. Justement, on a une nouvelle neurologue qui arrive aujourd'hui. Une spécialiste de Paris, paraît-il. » Claire ferma les yeux. « Je sais. » Au premier étage, dans le bureau du directeur, Camille serrait la main du docteur Moreau. Homme élégant de 65 ans, il l'accueillait avec la chaleur typique des Lyonnais. « Docteur Besson, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Votre réputation vous précède. »« Merci, docteur Moreau. J'ai hâte de commencer. » Ils discutèrent organisation, patient, équipe. Camille écoutait d'une oreille distraite. Depuis qu'elle était entrée dans cet hôpital, une sensation étrange l'habitait, comme un déjà-vu, comme si ces murs lui parlaient d'un passé qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Au fait, » dit Moreau en se penchant vers elle, « vous tombez à pic. Nous avons eu un petit incident il y a 3 jours. Une panne électrique qui a nécessité une évacuation d'urgence. Heureusement, nous avons eu de l'aide inattendue. » Il lui raconta l'histoire de Claire, cette femme de ménage mystérieuse qui avait pris les choses en main avec une efficacité troublante. « Une employée remarquable, » conclut-il. 15 ans de service impeccable, mais très discrète. On ne sait presque rien de son passé. Camille fronça les sourcils. Comment s'appelle-t-elle? Claire Dubois. Pourquoi? Le nom résonna dans sa tête comme un écho lointain. Dubois. Son nom de jeune fille, à elle, était Besson. Mais avant, elle s'appelait comment déjà? Les souvenirs de sa petite enfance étaient aussi flous, pour rien. Simple curiosité professionnelle. L'après-midi, Camille fit le tour des services. Neurologie, gériatrie, soins intensifs. Partout, le personnel la recevait avec respect et curiosité. Une nouvelle médecin, jeune, compétente, venue de la capitale. Les présentations s'enchaînaient. C'est en sortant de la chambre de M. Vallier qu'elle la revit. Claire nettoyait le couloir. Son chariot poussait avec cette précision mécanique qui l'avait frappé le matin même. Mais cette fois, Camille s'arrêta. «
Quelque chose dans la posture de cette femme, dans sa façon de tenir la tête, lui rappelait. « Excusez-moi » Claire se figea, lentement. Elle se tourna vers sa fille. « Oui, docteur ?» Elles étaient face à face, 30 ans après. La mère et la fille que le destin venait de réunir dans ce couloir d'hôpital. Camille étudia son visage. Les yeux bleus, les pommettes hautes, cette façon particulière de pincer les lèvres quand on réfléchit. Un flash, une image fugace. Une femme en uniforme qui la prenait dans ses bras, qui lui chantait une berceuse. « Vous. Et vous me rappelez quelqu'un » murmura Camille. Claire sentit son cœur s'emballer. « Ah bon ?»« Oui, quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, quand j'y étais petite. » Le silence s'étira entre elles comme un fil tendu prêt à se rompre. Claire cherchait ses mots, Camille cherchait ses souvenirs. « Et j'ai grandi chez mes grands-parents » continua Camille, presque pour elle-même. « Ma mère, elle est partie quand j'avais 2 ans. Je n'ai que très peu de souvenirs d'elle. » Claire ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes contenues. « Je suis désolé pour vous, docteur. » Elle s'appelait Claire aussi, bizarrement. Et cette fois, Claire ne put retenir un léger tremblement. C'est un prénom courant. Camille la dévisagea encore un moment, puis secoua la tête. « Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est juste que... » « Que quoi ? Vous avez la même façon de vous tenir, très droite, comme quelqu'un qui a l'habitude de commander. » Claire eut un sourire triste. « Je n'ai jamais commandé personne, docteur. Je ne suis qu'une femme de ménage. » Mais en prononçant ces mots, elle pensa à l'incident de l'alarme, à la façon dont les ordres lui étaient devenus naturellement, à cette part d'elle-même qu'elle croyait enterrée pour toujours. Camille repartit vers son bureau, mais elle se retourna une dernière fois. « Au fait, comment vous appelez-vous ?»« Claire, Claire Dubois. » Le nom flotta dans l'air comme une révélation avortée. Camille hocha la tête et s'éloigna, troublée sans savoir pourquoi. Ce soir-là, dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Claire sortit d'une boîte cachée dans son armoire une photo jaunie. Elle-même, 30 ans plus jeune, en uniforme de capitaine, tenant dans ses bras une petite fille de 2 ans aux boucles brunes. « Ma Camille, » murmura-t-elle en caressant le verre, « tu es devenue si belle, si forte. Tu n'as plus besoin de moi. » Mais elle se trompait. Car à quelques kilomètres de là, dans son appartement moderne du 6e arrondissement, Camille Besson ne parvenait pas à dormir. Elle repensait à cette femme de ménage aux yeux bleus, à cette sensation de déjà-vu qui l'avait bouleversée. Dans sa chambre, son fils Léon dormait paisiblement. 8 ans, les mêmes boucles brunes qu'à l'enfant, le même sourire espiègle. Un petit garçon qui n'avait jamais connu de grand-mère, qui posait parfois des questions sur la famille de maman. « Demain, se dit Camille, je vais mener ma petite enquête sur cette Claire Dubois. » Elle ne savait pas encore qu'en cherchant des réponses, elle allait ouvrir la porte à 30 années de secrets, de culpabilité et d'amour enfoui. Fin du chapitre 2. Les liens du sang sont-ils plus forts que les années de silence? Que va découvrir Camille sur le mystérieux passé de Claire? Et comment réagira-t-elle quand elle apprendra la vérité? La suite de cette histoire bouleversante vous attend. Le lendemain matin, Camille arriva à l'hôpital avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à fouiller dans ses souvenirs d'enfance, à essayer de reconstituer les fragments épars de ses 2 premières années de vie. Des images floues, une femme en uniforme, une berceuse fredonnée, l'odeur de lavande et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Sa première consultation était à 9h. Monsieur Vallier, 78 ans, Alzheimer modéré. En entrant dans la chambre 204, elle le trouva agité, regardant par la fenêtre d'un air perdu. « Bonjour, monsieur Vallier. Je suis le docteur Besson, votre nouvelle neurologue. » Le vieil homme se tourna vers elle, puis vers la porte. « Où est ma fille ?»« Elle devrait être là. Elle nettoie toujours ma chambre le matin. » Camille fronça les sourcils. « Votre fille travaille ici ?»« Bien sûr. Claire, ma petite Claire. Elle s'occupe si bien de moi. Même quand j'oublie tout, elle me reconnaît toujours. » Ah, le cœur de Camille s'accéléra. Cette Claire, comment est-elle? Non, une femme magnifique. Des yeux bleus comme le ciel de Provence. Et puis elle a cette façon de se tenir, très droite, comme un soldat. Elle me rappelle mon capitaine, pendant la guerre. Camille sortit de la chambre troublée. 2 références militaires en 2 jours. Ce n'était plus une coïncidence. Elle se dirigea vers le bureau de Marie-France Petit. L'infirmière-chef était en train de classer des dossiers, ses lunettes sur le bout du nez. « Et bonjour Marie-France, j'ai une question un peu particulière. »« Je vous écoute, docteur. Cette Claire Dubois, du service d'entretien. Vous la connaissez depuis longtemps ?» Marie-France leva les yeux, intriguée. « 15 ans. Pourquoi ? Simple curiosité.
Vous savez quelque chose sur son passé? L'infirmière posa son stylo et réfléchit. C'est drôle que vous me demandiez ça. Depuis l'incident de l'alarme, tout le monde se pose la même question. Claire est très, comment dire, mystérieuse. Elle ne parle jamais d'elle. Pas de famille, pas d'amis, pas de passé. Comme si sa vie avait commencé le jour où elle a franchi les portes de cet hôpital. Elle a des enfants? Aucune idée. Elle ne porte pas d'alliance, mais ça ne veut rien dire. Par contre, Marie-France se pencha vers Camille, baissant la voix. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Ces papiers d'embauche, je les ai vus une fois. Dans la case « Personne à prévenir en cas d'urgence », elle avait écrit « Aucune ». Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on voyait qu'elle avait d'abord écrit autre chose, puis effacé. Vous avez pu voir quoi? Non, C était trop effacé, mais ça commençait par un C. Et il y avait un nom de famille différent, pas Dubois. Camille sentit son estomac se nouer. Un prénom commençant par C, comme Camille. L'après-midi, elle croisa Julien Costa, le chef de la sécurité. Grand, la quarantaine, une cicatrice au menton qui lui donnait un air dur. Elle décida de tenter sa chance. « Monsieur Costa, puis-je vous parler un moment ?»« Bien sûr, docteur. Un problème ?»« Non, juste une question. L'autre jour, pendant l'incident, j'ai entendu dire qu'une employée du ménage avait pris les choses en main. » Le visage de Julien se transforma. Ses yeux se plissèrent, comme s'il jaugeait Camille. « Claire Dubois, oui. Vous la connaissez bien ?» Un long silence. Julien regardait Camille avec une intensité troublante. « Docteur, puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez à Claire ? Elle me rappelle quelqu'un. Quelqu'un de votre famille ? » La question était directe, presque brutale. Camille se sentit mise à nu. « Peut-être ? Je ne sais pas. » Julien hocha lentement la tête. « Je vais vous dire quelque chose, docteur Besson. Mais d'abord, promettez-moi de ne pas lui faire de mal. » « Lui faire du mal ? Mais pourquoi ? » « Promettez-le-moi. » Camille acquiesça, intriguée. « Claire Dubois n'est pas juste une femme de ménage. J'ai fait 8 ans dans les forces spéciales. Je reconnais les miens. Cette femme a eu une formation militaire de haut niveau. La façon dont elle a géré, l'évacuation l'autre jour, c'était du niveau état-major. Camille eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Vous en êtes sûr ? Oh, absolument. Et il y a autre chose. Hier soir, j'ai fait quelques recherches discrètes. Il y a 30 ans, une certaine capitaine Claire Dubois a démissionné brutalement de l'armée française. Spécialiste des opérations humanitaires, décorée, promue au grade de commandant. Et puis, du jour au lendemain, plus rien, comme si elle avait disparu. Les jambes de Camille se mirent à trembler. « Vous avez une photo ?» Julien sortit son téléphone et lui montra une page web archivée. Une photo en noir et blanc, une jeune femme en uniforme, belle, sérieuse, tenant dans ses bras une petite fille. Camille poussa un cri étouffé. Elle se souvenait maintenant. Cette photo, elle l'avait vue chez ses grands-parents. Dans une boîte que grand-mère cachait dans l'armoire. « C'est elle » murmura-t-elle. « C'est ma mère. » Julien la regarda avec compassion. « Je m'en doutais. Vous avez les mêmes yeux et la même façon de plisser le front quand vous réfléchissez. » Camille s'appuya contre le mur, submergée par l'émotion. 30 ans. Sa mère était là, sous ses yeux, depuis 2 jours. Elle nettoyait les sols de l'hôpital où elle travaillait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi a-t-elle tout quitté? Pourquoi m'a-t-elle abandonné ?» Ça, docteur, il n'y a qu'elle qui puisse vous le dire. Ce soir-là, Camille rentra chez elle dans un état second. Léon l'accueillit avec son sourire habituel, ses devoirs étalés sur la table de la cuisine. « Ah maman, j'ai eu 18 en maths. » Elle le serra dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux. Son petit garçon, son encre dans la tempête de ses émotions. « Dis, maman, pourquoi tu pleures ? » « Je ne pleure pas, mon chéri, j'ai découvert quelque chose d'important aujourd'hui. » « Quoi ?» Camille hésita. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que sa grand-mère, qu'il croyait morte, nettoyait les couloirs de l'hôpital où travaillait sa mère? « Je te raconterai plus tard. Va te brosser les dents. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle pensait à Claire, à cette femme brisée qui avait choisi l'invisibilité plutôt que d'affronter son passé. Elle pensait à sa propre enfance, aux questions sans réponse, à la colère qu'elle avait portée si longtemps. Mais elle pensait aussi à Léon, à ce petit garçon qui n'avait jamais connu l'amour d'une grand-mère. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Elle allait confronter Claire. Mais d'abord, elle devait comprendre. Comprendre pourquoi une héroïne de guerre avait choisi de devenir femme de ménage. Comprendre pourquoi une mère avait abandonné sa fille de 2 ans. En arrivant à l'hôpital, elle croisa Claire dans le hall. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « Madame Dubois, puis-je vous parler ? En privé ?» Claire se figea. Dans le regard de Camille, elle lut quelque chose qui lui fit peur.
Une détermination nouvelle, une rage contenue. Je dois travailler, docteur. S'il vous plaît, c'est important. Claire regarda autour d'elle, comme cherchant une échappatoire. Puis, lentement, elle hocha la tête. La cafétéria, dans 10 minutes. Enes s'éloignant, Claire savait que le moment qu'elle redoutait depuis 30 ans venait d'arriver. Sa fille avait découvert la vérité, et maintenant, il allait falloir tout expliquer. Fin du chapitre 3. La confrontation entre la mère et la fille est imminente. Quel secret Claire va-t-elle enfin révéler? Comment Camille va-t-elle réagir face aux explications de celle qui l'a abandonnée? Une conversation qui promet de changer le cours de leur vie. La cafétéria de l'hôpital était presque vide à cette heure. Seules quelques infirmières de nuit finissaient leur pause, parlant à voix basse devant leur café refroidi. Claire s'installa à une table du fond, ses mains tremblantes serrées sur une tasse de thé qu'elle n'arrivait pas à porter à ses lèvres. Camille entra, la chercha du regard et s'avança vers elle d'un pas décidé. En la voyant approcher, Claire eut l'impression de voir défiler 30 années en accéléré. Cette petite fille qu'elle avait bercée était devenue cette femme forte, déterminée, qui la fixait maintenant avec un mélange de colère et de douleur. Capitaine Claire Dubois, Forces armées françaises, matricule 40729, démission brutale en 1995. Camille s'assit en face d'elle sans préambule. « Vous voulez que je continue ?» Claire ferma les yeux. « Tu sais, je sais que vous êtes ma mère. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous m'avez abandonné. » Le vouvoiement claqua comme une gifle. Claire releva la tête, croisa le regard vert de sa fille. Ses yeux qu'elle avait vus s'ouvrir pour la première fois, qui la regardèrent maintenant avec une froideur d'adulte blessé. « Camille, docteur Besson. Pour vous, je suis le docteur Besson. » Claire acquiesça, acceptant la distance que sa fille mettait entre elles. Elle l'avait mérité. « Très bien, docteur Besson, vous voulez savoir pourquoi je suis parti ? Je veux tout savoir. Pourquoi une capitaine décorée abandonne sa carrière et sa fille de 2 ans pour devenir femme de ménage ?» Claire but une gorgée de thé, cherchant ses mots. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre à cette femme accomplie qu'elle avait cru bien faire en disparaissant? J était en mission au Rwanda, 1994, génocide. Et sa voix était si basse que Camille dut se pencher pour l'entendre. J était responsable d'un camp de réfugiés. 8000 personnes sous ma protection. Elle s'arrêta, les mains tremblantes. Camille attendait, impatiente. Un matin, les milices sont arrivées. Nous n'en étions pas assez nombreux pour les arrêter. J'ai dû choisir. Choisir quoi? Qui sauver? Les mots sortirent dans un souffle. Il y avait un convoi, des évacuations. Place pour 200 personnes seulement. 200 sur 8000. Claire essuya ses yeux d'un geste brusque. J'ai choisi les enfants. Les mères avec des bébés. J'ai laissé les autres. 7800 personnes. Mortes à cause de ma décision. Camille sentit sa colère vaciller. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Mais, vous avez sauvé des vies. J'en ai sacrifié plus que j'en ai sauvé. La voix de Claire monta, puis retomba immédiatement. Quand je suis rentré en France, j'y étais brisé. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je voyais leur visage partout. Dans ton berceau, je voyais les enfants que je n'avais pas pu sauver. Et Camille déglutit péniblement. Et alors? Alors j'ai eu peur. Peur de te faire du mal. Peur de transmettre ma culpabilité, mes cauchemars. Tu étais si pure, si innocente. Tu méritais mieux qu'une mère hantée par la mort. Vous méritiez de choisir pour moi. Non. Claire la regarda droit dans les yeux. J était déjà responsable de tant de morts. Je ne pouvais pas risquer de te détruire aussi. Camille se leva brutalement, renversant sa chaise. Vous ne comprenez pas? Vous m'avez détruite en partant. Vous savez ce que c'est de grandir sans savoir pourquoi sa mère vous a abandonné. De se demander chaque jour ce qu'on a fait de mal. Je pensais que tu serais mieux avec tes grands-parents. Pas mes grands-parents sont morts quand j'avais 15 ans. 15 ans. J'ai fini ma scolarité en foyer. Vous le saviez ça? Claire blêmit. Non, je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Vous aviez disparu. Changé de nom, changé de vie. Pendant que moi, je me battais pour devenir quelqu'un. Pour prouver que je valais quelque chose malgré votre abandon. Les autres clients de la cafétéria commençaient à les regarder. Claire se leva à son tour, tentant de s'approcher de sa fille. « Camille, s'il te plaît. »« Ne me touchez pas. » Camille recula. « Et ne m'appelez pas par mon prénom. Vous avez perdu ce droit il y a 30 ans. » Elle tourna les talons et partit. Claire resta plantée là, au milieu de la cafétéria, les joues ruisselantes de larmes. Marie-France Petit, qui assistait à la scène depuis le seuil, s'approcha doucement. « Claire, ça va? C'est ma fille, Marie-France. » Les mots sortirent comme une confession. « Le docteur Besson, c'est ma fille. » L'infirmière écarquilla les yeux. « Mon Dieu. Et elle l'a découvert? Elle sait tout.
Et elle a raison de me haïr. Dans son bureau, Camille claquait la porte et s'effondrait dans son fauteuil. 30 ans d'interrogation venaient de trouver leur réponse, et C était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Sa mère ne l'avait pas abandonnée par égoïsme, mais par... quoi? Noblesse des âmes. Sacrifice maternel? Elle appela sa baby-sitter. Madame Moreau, pouvez-vous garder Léon ce soir? J'ai besoin de réfléchir. Le soir venu, elle se retrouva dans un petit bistrot de la Croix-Rousse, devant un verre de vin qu'elle ne touchait pas. Elle repensait aux mots de Claire, à cette douleur qu'elle avait lue dans ses yeux. Cette femme qui se punissait depuis 30 ans en s'effaçant du monde. Docteur Besson? Elle leva la tête. Julien Costa se tenait près de sa table, hésitant. « Je peux m'asseoir? J'ai appris ce qui s'était passé ce matin. » Camille hocha la tête. Il commanda une bière et la regarda avec compassion. « Vous savez, j'ai fait le Rwanda moi aussi, 2 ans après votre mère. J'ai vu ce que ça faisait aux gens, ce que ça nous faisait. Elle dit qu'elle a sacrifié des milliers de personnes. Elle en a sauvé des centaines. » Dans des conditions impossibles, Julien but une gorgée. « Vous savez combien de soldats sont revenus intacts du Rwanda? Presque aucun. Votre mère, elle a tenu le coup assez longtemps pour sauver qui elle pouvait. Puis elle s'est sacrifiée à son tour, en m'abandonnant, en vous protégeant. À sa manière, maladroite, mais sincère. » Camille le regarda. « Vous la défendez? Non. Je dis juste que la guerre fait des choses terribles aux gens bien, et que parfois, on prend les mauvaises décisions pour les bonnes raisons. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle pensait à sa mère, seule dans son petit appartement, portant depuis 30 ans le poids de ses choix. Elle pensait à elle-même, cet enfant abandonné qui était devenu médecin pour sauver des vies, comme sa mère, finalement. Et elle pensait à Léon, qui dormait paisiblement dans la chambre à côté, son petit garçon qui n'avait jamais eu de grand-mère, qui posait parfois des questions sur la famille de maman. Le lendemain matin, à l'hôpital, elle croisa Claire dans un couloir. Cette fois, ni l'une ni l'autre ne détourna les yeux. Elles se regardèrent longuement, en silence. Puis Camille dit, d'une voix plus douce, « J'ai un fils. Il s'appelle Léon. Il a 8 ans. » Claire sentit son cœur se serrer. « Il va bien? » « Il va très bien. C'est un petit garçon merveilleux. » Un silence. Puis Claire demanda, presque dans un murmure, « Il me ressemble? Il a vos yeux. Et votre façon de pencher la tête quand il réfléchit. » Camille fit quelques pas, puis se retourna une dernière fois. « Je ne vous pardonne pas. » « Pas encore, mais je commence à comprendre. » Claire regarda sa fillesse éloignée. Pour la première fois depuis 30 ans, quelque chose ressemblait à de l'espoir germé dans son cœur brisé. Fin du chapitre 4. La vérité est enfin dévoilée, mais la réconciliation est-elle possible, après tant d'années de silence? Comment Claire et Camille vont-elles reconstruire ce lien brisé? Et quel rôle jouera le petit Léon dans cette quête de pardon? Elle, émotion continue. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange normalité tendue. Claire et Camille se croisaient dans les couloirs de l'hôpital, échangeaient des regards furtifs, quelques mots professionnels. Rien de plus, mais quelque chose avait changé. La rage aveugle de Camille s'était muée en une mélancolie complexe, et Claire ne fuyait plus systématiquement sa présence. Un mercredi après-midi pluvieux, tout bascula à nouveau. Camille reçut un appel de l'école de Léon. Son fils était malade, fièvre soudaine, et la baby-sitter habituelle était indisponible. Elle se retrouva contrainte d'emmener Léon à l'hôpital en attendant de pouvoir rentrer chez elle. « Maman, pourquoi on va à ton travail ?» demanda le petit garçon, engoncé dans son manteau trop grand, ses boucles brunes dépassant de son bonnet. « Juste le temps que maman finisse quelque chose d'important, mon chéri. Tu vas être sage et rester dans mon bureau. » Mais Léon, 8 ans et une curiosité débordante, ne tenait pas en place. Pendant que Camille consultait un dossier urgent, il échappa et partit explorer les couloirs de l'hôpital comme un petit aventurier. C'est ainsi qu'il croisa Claire. Elle poussait son chariot près de l'ascenseur, quand elle vit ce petit bonhomme perdu qui la regardait avec de grands yeux verts, familiers. Le cœur de Claire s'arrêta. C'était lui, son petit-fils, le fils de sa Camille. « Tu es perdu, mon petit ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à sa hauteur. Léon pencha la tête, ce geste si caractéristique que Claire reconnut immédiatement. « Non, je visite. Ma maman travaille ici, elle est docteur. Et vous faites quoi avec ce chariot ? » « Je nettoie. Je m'occupe que tout soit propre et joli pour les patients. C'est important alors. Maman dit toujours qu'il faut que tout soit propre pour pas que les gens attrapent des microbes. » Claire sourit. Le premier vrai sourire depuis des semaines. « Ta maman a raison. Tu es très intelligent. Vous avez des enfants, vous ?» La question, posée avec l'innocence de l'enfance, transperça Claire comme une lame.
Elle hésita, puis murmura. J'ai eu une petite fille, il y a très longtemps. Elle est où maintenant? Elle est devenue grande. Et docteur, comme ta maman. Léon hocha la tête gravement. Vous devez être fier d'elle. Oui, murmura Claire, les larmes aux yeux. Très fier. Moi aussi j'aimerais avoir une grand-mère, dit soudain Léon. Ah, tous mes copains en ont une, mais maman dit que la sienne est partie au ciel quand elle était petite. Claire sentit son cœur se briser. Et, ça te manque? Ben oui. Les grand-mères, elles font des gâteaux, elles racontent des histoires, et elles nous aiment même quand on fait des bêtises. C'est ce que dit mon copain Thomas. Léon? La voix paniquée de Camille résonna dans le couloir. Léon, où es-tu? Le petit garçon se retourna. Je suis là, maman. Je parlais avec la dame au chariot. Camille apparut au bout du couloir, essoufflée, et s'arrêta net en voyant son fils face à Claire. Les deux femmes se regardèrent par-dessus la tête de l'enfant, partageant un moment de trouble intense. Léon, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas déranger les gens qui travaillent. Elle m'a pas dérangé, maman. Elle est très gentille. Et vous savez quoi? Elle a eu une fille qui est devenue docteur comme vous. Camille blêmit. Claire, elle, souriait doucement à l'enfant. C'est vrai, petit homme. Une fille très intelligente et très courageuse. Léon la regarda avec admiration. Vous devez avoir beaucoup de chance d'avoir une fille docteur. Léon, viens maintenant, dit Camille, troublée par l'émotion qu'elle lisait sur le visage de sa mère. Mais le petit garçon ne l'entendait plus. Il venait de remarquer quelque chose. Le léger tremblement des mains de Claire, ses yeux humides. « Pourquoi vous pleurez, madame ?» Claire s'essuya rapidement les yeux. « Je ne pleure pas, mon petit, c'est juste. Parfois, quand on pense à quelqu'un qu'on aime très fort, ça fait un peu mal au cœur. Vous pensez à votre fille? Oui. Moi aussi, ça me fait mal au cœur quand maman travaille tard. Mais après, on se fait des câlins et ça va mieux. » L'innocence de l'enfant était en train de fissurer toutes les défenses des deux femmes. Camille voyait sa mère s'effondrer doucement face à ce petit-fils qu'elle découvrait, et malgré elle, sa colère cédait la place à quelque chose de plus doux. « Comment vous vous appelez ?» demanda Léon. « Claire. Moi c'est Léon. Léon Besson. »« Ma maman c'est Camille Besson. » Il y eut un silence. Claire regarda Camille, qui détourna les yeux. « Besson, » répéta Claire doucement. « C'est un joli nom. C'est le nom de maman. Elle m'a dit que C était le nom de mes grands-parents, mais qu'ils étaient morts. Alors maintenant, on est juste tous les deux. » Cette fois, Camille ne put retenir ses larmes. Elle se baissa et prit son fils dans ses bras. « Léon, on doit y aller maintenant. »« Ah mais maman, pourquoi tu pleures aussi? Je ne pleure pas, mon chéri. J'ai juste quelque chose dans l'œil. » Léon se tourna vers Claire. « Au revoir, Madame Claire. J'espère qu'on se reverra. »« Au revoir, Léon. »« Moi aussi, j'espère. » Camille et son fils S éloignèrent. Mais au bout du couloir, Léon se retourna une dernière fois et cria « Madame Claire, si jamais vous revoyez votre fille, dites-lui qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir comme maman. » Claire s'effondra contre son chariot, secouée de sanglots silencieux. Dans sa tête résonnaient les mots de cet enfant merveilleux qui venait, sans le savoir, de panser 30 années de blessures. Le soir même, Camille bordait Léon dans son lit quand il lui posa une question qui la bouleversa. « Maman, la dame de l'hôpital, celle qui nettoie. Elle était triste, tu as vu? »« Oui, mon chéri, j'ai vu. C'est parce que sa fille lui manque ?» Camille hésita. « Peut-être. Moi, je pense qu'elle devrait se réconcilier. Comme nous quand on se dispute pour les légumes. Au bout d'un moment, on se demande pardon et on se fait des câlins. Ah, ce n'est pas toujours si simple entre les grandes personnes, Léon. Pourquoi? Comment expliquer à un enfant de 8 ans la complexité des relations humaines? Les blessures qui s'infectent avec le temps, la fierté qui empoisonne le pardon, la peur de souffrir à nouveau. Parfois, les grandes personnes ont peur de dire qu'elles sont désolées. Léon réfléchit gravement. Mais si elles s'aiment quand même, au fond, c'est bête de rester fâchée, non? Camille embrassa son fils et éteignit la lumière. Mais les mots de l'enfant résonnèrent longtemps dans sa tête. Le lendemain matin, elle croisa Claire dans la cafétéria. Pour la première fois depuis leur confrontation, elle s'approcha. « Il vous a plu ?» demanda-t-elle simplement. Claire leva les yeux, comprenant immédiatement qu'elle parlait de Léon. « Il est merveilleux, intelligent, drôle, gentil. Tu as fait du bon travail. Nous avons fait du bon travail. Il a vos yeux, votre curiosité, votre façon de pencher la tête. » Un silence. Puis Claire murmura. « Il m'a dit qu'il aimerait avoir une grand-mère. »« Je sais. Et toi, tu aimerais qu'il ait une grand-mère ?» Camille la regarda longuement. Dans ses yeux, Claire lut quelque chose qu'elle n'osait espérer. « Je ne sais pas encore, mais peut-être qu'on pourrait commencer par prendre un café, un vrai café. » En parlant,
Juste nous deux, juste nous deux. Et pour la première fois depuis 30 ans, Claire Dubois eut l'impression que l'avenir N était plus totalement noir. Fin du chapitre 5. L'innocence d'un enfant peut-elle guérir les blessures de toute une famille? La réconciliation entre Claire et Camille est-elle vraiment possible? Et comment ce café entre mère et fille va-t-il se dérouler? Le dénouement approche. 2 semaines plus tard, par un samedi matin de décembre où Lyon se parait de ses premières gelées, Claire et Camille se retrouvèrent dans un petit café de la rue Mercière. Le café des Jacobins, avec ses banquettes en velours rouge et ses murs tapissés de photos anciennes, semblait tout désigné pour accueillir les retrouvailles de 2 vies qui s'étaient perdues de vue. Claire était arrivée en avance, nerveuse, tournant sa cuillère dans un café qu'elle ne buvait pas. Elle portait une robe simple, bleu marine, et avait défait son éternel chignon. Ses cheveux châtains grisonnants tombaient librement sur ses épaules, la rajeunissant de 10 ans. Camille poussa la porte du café à l'heure exacte. Elle aussi avait fait un effort, Jean et pull en cachemire crème, une élégance décontractée qui contrastait avec ses tailleurs habituels d'hôpital. En voyant sa mère, elle hésita une seconde sur le seuil, puis s'avança. « Bonjour » dit-elle simplement en s'asseyant. « Bonjour, Camille » Le prénom, prononcé avec une tendresse contenue, fit frissonner la jeune femme. C'était la première fois depuis leur confrontation que sa mère l'appelait par son prénom. Elles commandèrent leur café dans un silence qui n'était plus hostile, mais simplement prudent. 2 femmes qui réapprenaient à se connaître après 3 décennies d'absence. « Comment va Léon » demanda finalement Claire. « Il va bien. Il n'arrête pas de parler de Madame Claire au Charioya. Il m'a demandé si tu travaillais aussi le week-end. » Un sourire fugace illumina le visage de Claire. « Il est exactement comme toi à son âge. » Cette curiosité insatiable, cette façon de poser 1000 questions. « Et tu te souviens de moi, enfant? Je me souviens de tout, Camille. De tes premiers pas dans l'appartement de la caserne, de ta première dent, de la façon dont tu riais quand je te faisais l'avion avec tes petits pots. Tu adorais les épinards, bizarrement. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Je les déteste maintenant, je sais. J'ai lu tes goûts sur ton visage l'autre jour, à la cafétéria de l'hôpital. Tu fais exactement la même grimace qu'à 2 ans quand tu n'aimes pas quelque chose. » Elles burent leur café, laissant les souvenirs flotter entre elles. Puis Camille posa la question qui la taraudait. « Ces 30 années, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu vécu ?» Claire posa sa tasse, rassemblant son courage. « Les 10 premières années, j'ai juste survécu. Travaux de nuit, ménage, tout ce qui me permettait de rester invisible. Je changeais de ville tous les 2 ou 3 ans. J'avais peur qu'on me retrouve. Peur de craquer et de revenir te chercher? Tu y pensais? Chaque jour, chaque nuit. Je rêvais de toi, je me réveillais en appelant ton nom. » Claire marqua une pause. « Puis tes grands-parents sont morts. J'ai appris par hasard, dans un journal local. J'ai su que tu étais seule et ça a failli me tuer. » Camille serra les poings. « Ah, pourquoi tu n'es pas venue? J'avais 15 ans. J'avais besoin de toi. » « Parce que j'avais déjà détruit ta vie une fois. Je ne pouvais pas débarquer après 13 ans d'absence et prétendre être ta mère. Tu te reconstruisais, tu étais forte. Je n'avais pas le droit de tout gâcher à nouveau. Tu n'aurais rien gâché. J'y étais terrifié, seul au monde. » Claire tendit la main vers sa fille, puis la retira. « Je sais, et c'est ma plus grande erreur. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que mon retour t'aurait fait plus de mal que de bien. » Camille essuya une larme qui perlait au coin de son œil. « Et après, quand tu as su que j'y étudiais la médecine, j'y étais si fier. Je collectionnais tous les articles de journaux qui parlaient de tes succès. Quand tu as eu ton internat, quand tu t'es spécialisé en neurologie, quand Léon est né, je savais tout, de loin. Tu espionnais ma vie, je veillais sur toi, sans jamais m'approcher, sans jamais interférer. » Claire sourit tristement. « Et quand j'ai appris ta mutation à Lyon, j'ai paniqué. Puis j'ai pensé que c'était peut-être un signe. » « Un signe ? Que le moment était venu de te rendre ce que je t'avais volé. Quoi donc? Une mère. » Camille fondit en larmes. 30 ans de colère, de questions, de manque, qui s'évacuèrent d'un coup. Claire, instinctivement, contourna la table et prit sa fille dans ses bras. Pour la première fois depuis 3 décennies, elles étreignirent. « Je suis désolée, » murmura Claire. « Si désolée, j'ai eu tort, j'ai gâché nos vies. »« Et non, » sanglota Camille. « Tu as eu tort de partir, mais tu n'as pas gâché ma vie. Tu m'as rendue forte, indépendante. Et regarde, je sauve des vies tous les jours. Comme toi au Rwanda. » Elles restèrent ainsi enlacées pendant de longues minutes, pleurant ensemble toutes les années perdues. Quand elles se séparèrent enfin, Claire sortit quelque chose de son sac. Une petite boîte en bois usée. « J'ai gardé ça pour toi, depuis le début. » Camille ouvrit la boîte.
À l'intérieur, des photos d'elle bébé, une mèche de ses cheveux blonds d'enfant, sa première dent de lait et une lettre jaunie. Une lettre que j'ai écrite le jour de ton 2e anniversaire, le jour où je suis parti. Je voulais t'expliquer, mais tu étais trop petite, alors j'ai attendu. 30 ans. Camille déplia la lettre d'une main tremblante et lut. Ma petite Camille chérie, aujourd'hui tu as 2 ans et je dois faire le choix le plus difficile de ma vie. Te quitter pour te protéger. Je ne suis plus la maman que tu mérites. La guerre m'a brisé et j'ai peur de te casser aussi. Mais sache que je t'aimerai toujours, que chaque jour sans toi sera un supplice. Et qu'un jour, peut-être, si tu deviens la femme formidable que je devine déjà, nous nous retrouverons. En attendant, sois heureuse, ma chérie. Vis ta vie, deviens quelqu'un de bien. Et pardonne-moi si tu peux, ta maman qui t'aime pour l'éternité. Et Camille replia la lettre, le cœur serré. Tu as attendu que je devienne quelqu'un de bien pour revenir? Tu l'es devenue. Une femme remarquable, une mère formidable, une docteure exceptionnelle. Grâce à toi, c'est ton exemple qui m'a poussé à sauver des vies. Elles commandèrent d'autres cafés, parlèrent pendant des heures. Du Rwanda, de la culpabilité, de la médecine, de Léon, de l'avenir. Peu à peu, les morceaux de leur vie se recollaient. Et maintenant? Demanda finalement Camille. Maintenant, c'est à toi de décider. Je ne veux rien imposer. Si tu préfères que je reste une femme de ménage que ton fils croise de temps en temps, je comprendrai. Oh, Camille réfléchit longuement. Léon me demande souvent pourquoi il n'a pas de grand-mère. Et moi, j'ai besoin de ma mère. J'ai toujours eu besoin de ma mère. Tu es sûr? J'ai peur. Peur que tu repartes. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ah, je ne repartirai plus jamais, Camille. Plus jamais. Même si tu me demandes de partir. Ce dimanche soir-là, pour la première fois depuis 30 ans, Claire Dubois dîna en famille. Chez sa fille, avec son petit-fils, autour d'une table où résonnèrent les rires et les histoires. Léon était aux anges. Alors, Madame Claire, c'est vraiment ma grand-mère? Oui, mon chéri, répondit Camille. C'est ta grand-mère. Et elle va rester avec nous. Claire regarda son petit-fils, puis sa fille. Si vous voulez de moi. Pour toujours? Pour toujours? Léon se jeta dans les bras de sa grand-mère nouvellement retrouvée. J'ai enfin une grand-mère. Attendez que je dise ça à Thomas. Ce soir-là, en bordant Léon, Claire lui chanta la berceuse qu'elle fredonnait à sa mère 30 ans plus tôt. Et pour la première fois depuis le Rwanda, elle s'endormit sans cauchemar. 6 mois plus tard, Claire avait quitté l'hôpital Saint-Roch. Non pas pour s'enfuir à nouveau, mais pour s'occuper de Léon après l'école, lui apprendre à faire des gâteaux, lui raconter des histoires, et lui donner tout l'amour qu'elle avait gardé en réserve pendant 3 décennies. L'hôpital Saint-Roch avait perdu sa femme de ménage mystérieuse, mais Lyon avait gagné une famille réunie. Et au café des Jacobins, chaque samedi matin, 3 générations de la même famille se retrouvaient autour d'un chocolat chaud, rattrapant le temps perdu et construisant ensemble l'avenir qu'elles avaient failli ne jamais connaître. Parfois, les secondes chances arrivent quand on s'y attend le moins. Et parfois, l'amour d'une famille est plus fort que toutes les erreurs du passé. Fin. Cette histoire vous a touché. Partagez-la avec vos proches, car nous avons tous besoin de croire aux retrouvailles et aux secondes chances. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle émotion cette histoire a réveillée en vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec sa famille, envoyez-lui cette histoire. L'amour familial mérite toujours une seconde chance.